Amis d'Entre-Loire-et-Loing, je l'avoue, je n'avais jamais mis les pieds, pour ainsi dire, au musée Girodet. Je sais en revanche que ces deux ailes s'y rend régulièrement. Alors voilà, pour me faire visiter et pour nous faire visiter les lieux, eh bien, qui de mieux que Sidonie Lemeufretto, qui est, on ne dit pas conservateur, Sidonie, on dit... On peut dire directrice du musée Girodet et attachée de conservation. Voilà. Très bien. Alors Sidonie, merci de nous accueillir alors qu'il n'y a pas de public. Là, on est en heure de fermeture le midi. J'ai vraiment tenu tout d'abord à démarrer cette interview ici, dans cette grande verrière, parce que je trouve que c'est l'une des meilleures façons de séduire le public immédiatement. Qu'en pensez-vous ? Complètement, c'est la plus belle façade. En fait, au lieu, on va dire, de cacher la façade du musée, elle embellit la façade du musée en lui donnant cet aspect moderne, contemporain, d'un musée du XXIe siècle et non pas cette image poussiéreuse d'un vieux musée du XIXe. Voilà tout le travail de la rénovation et de l'agrandissement du musée Girodet depuis 2014. Voilà, et vous me disiez qu'en 2018, quand ça s'est ouvert, il n'y avait pas encore les collections à l'intérieur du musée et les gens donc ont pu être séduits par ce lieu en fait et uniquement le bâtiment et ça a très bien marché. Alors oui, c'était une gageure, parce qu'ouvrir un musée vide, c'est particulier, mais ça tenait à cœur à Monsieur Dor, député, qui était vraiment le porteur du projet du nouveau musée Girodet. Et par égard pour son travail et son souhait, on a ouvert le musée vide. Vous savez qu'on avait été malheureusement victime d'une inondation en 2016 et les collections étaient en rénovation. Donc on s'est dit... Oh, relevons le défi et le défi a été magnifiquement renouvelé parce que le public a été au rendez-vous, tout simplement parce que le musée en lui-même, le seul bâtiment est magnifique. Voilà, alors là tout de suite on va aller voir les collections, ce sont des œuvres d'art, mais je dirais bien que évidemment, c'est ce qu'on vient de dire, le musée Girodet en lui-même en tant que bâtiment en est une également. À tout de suite. Cette première salle est très importante. C'est une salle d'introduction en fait à l'histoire de ce musée, puisqu'on y retrouve évidemment Girodet, dont on trouve le portrait ici, mais également Tricti. Et donc, racontez-nous, Sidonie, ce qui lie ces deux hommes et quelle est l'histoire en fait, en très peu de mots, de ces deux hommes. Alors, ce sont en effet nos deux grands hommes qui vous accueillent dans cette belle salle du XIXe siècle, qui est là pour marquer qu'on est non seulement le musée Girodet, mais qu'il y a beaucoup d'autres richesses au musée Girodet que les seules œuvres de Girodet. Donc, le portrait de Girodet en marbre a été réalisé par Henri de Triquetis. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est des contemporains, ils se connaissent très bien. Tricti commence par être peintre avant de devenir sculpteur, et surtout, Tricti est le concepteur du musée Girodet. Le musée Girodet, consacré à Girodet, conçu par Tricti, d'où l'intérêt de les voir en face à face. Très bien. Bon, alors on continue là, on dit juste que on est dans une salle sombre. Moi, soudain, je me suis dit, ah, quelle bonne idée de mise en valeur des œuvres, mais il y a également simplement un problème de conservation. Un souci complètement. Alors, c'est très bien parce que les deux problématiques se rejoignent. On prend soin des œuvres en ne les exposant pas au soleil, donc on est obligé de fermer un peu les fenêtres. Et ce qu'on appelle le cadrage théâtral sur les tableaux les met vraiment en valeur, fait ressortir la couleur. Et les cadres dorés illuminent merveilleusement bien les œuvres de manière très douce et en demi-teinte. On dira encore une dernière chose dans cette salle d'introduction. On trouve ici un Géricault. C'est pour nous expliquer que dans ce musée, on ne va pas trouver uniquement des œuvres de Girodet, mais qu'il y a bien d'autres trésors à découvrir. Et ce Géricault faisait partie de la collection de Triquetis. Allez, maintenant, on monte. Alors, tandis que dans cette salle, on trouve d'un côté une frise historique sur 160 ans d'histoire du musée Girodet, de l'autre côté, évidemment, notre œil est tout de suite accroché par ce tableau en très mauvais état qui nous rappelle le gros pépin qui vous est arrivé en 2016. Et je dis vous, en fait, aussi, Sidonie, parce que vous étiez en première ligne, vous étiez déjà arrivé ici. Et oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, tout simplement, comme tout le Montargois, on a dû faire face au musée à l'inondation suite à la rupture du canal. Notre seul souci, c'est que pour la première fois de son existence, le musée avait déplacé ses collections
pour les travaux d'agrandissement et d'embellissement et que malheureusement, elles ont subi la fureur des flots. Voilà, donc 85% des collections ont été inondées pendant 3 jours sous l'eau. C'est un cas de sinistre inédit pour un musée. La seule référence, c'est l'inondation de Florence en 1960 et quelques. Donc voilà, mais on y fait toujours face. Oui, je vous écoute. Je crois que je vous ai vu dans le journal, les pattes dans l'eau, en train d'essayer de sauver des œuvres. C'était vous ? Les pattes dans l'eau, peut-être pas. Il y a eu beaucoup de monde, surtout des restaurateurs qui sont venus bénévolement nous aider. Donc, c'était peut-être sans doute plutôt eux. Mais toute l'équipe du musée a vraiment fait de son mieux pour... voilà. Et à l'heure actuelle, on en est où alors ? À l'heure actuelle, on a fini de restaurer les dessins et les peintures. On est à la moitié des restaurations des sculptures. Il reste tous les objets archéologiques, médiévaux et antiques, et les objets d'art et les objets ethnographiques. Donc, il reste une bonne partie. Donc, c'est une affaire d'années. Mais on a plein de vertus à prendre en charge et à assumer cette inondation. Et c'est très vertueux pour les collections aussi, qu'on connaît mieux. Il faut toujours voir le côté positif. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait cette salle avec un cas particulier de restauration, parce que cette œuvre que vous appelez en mauvais état est en fait une œuvre restaurée. Mais elle n'était pas très jojo. Ah, c'est une c'est une prieure dominicaine. Non, le tableau était en effet en mauvais état avant l'inondation, d'où en fait son état aujourd'hui. Mais on assume ce choix, comme le dit le titre, particulier de restauration, c'est-à-dire que vous voyez, il était un peu sorti comme ça de cette inondation, et on avait 2 choix, soit le laisser en état, soit refaire tout. Et refaire tout n'a pas de sens. C'est son histoire. Exactement. Donc on est arrivé au bout d'un moment à assumer cette histoire de la collection. Ce n'est pas simple, mais on y sommes arrivés. On y est arrivé, pardon. Et on a voulu montrer que certaines restaurations qu'on appelle archéologiques sont un minimum qui permet de mettre en valeur ce qui reste. Et je pense que là, c'était vraiment le meilleur choix, se dire, on assume, il est abîmé, on va pas refaire quelque chose qui est perdu, mais par contre, on va faire tout ce qu'on peut pour mettre en valeur la peinture originale qui reste. Et si on l'expose, c'est aussi que avec la restauration, on a découvert au dos du tableau qui était rentoilé le nom du peintre qui s'appelle Anthony Guerra. Donc, l'inondation a permis d'identifier l'artiste de ce tableau qui était anonyme. Bon, c'est bien. On monte. Là-haut, c'est nickel. Alors voilà, donc là, Sidonie, dans cette première salle, ça y est, c'est déjà chef-d'œuvre. Ce sont les premières toiles qui ont été données au musée. Et là, on a d'emblée, bam, on tombe sur un Zurbaran. À chaque fois, Sidonie, vous avez des histoires à nous raconter. Vous nous dites que derrière moi, c'est également une copie d'un très grand tableau. C'est l'un des plus beaux du musée. Donc tout de suite, on voit un petit peu le niveau, en fait. Raconte-nous. Exactement. C'est avant Girodet, on passe par toute une série de chefs-d'œuvre, dont le Zurbaran est sans doute le majeur, puisque c'est un magnifique tableau qui appartenait au maréchal Soult, donc un beau maréchal d'Empire qui avait une propriété non loin. Donc à chaque fois, le tableau a aussi une histoire avec le territoire et le Montargois et des personnalités du territoire. Donc ça, c'est un régal. Et puis le clin d'œil de l'exposition, c'est qu'on s'est amusé à mettre un Saint-Jérôme réputé pour son ascétisme à côté de cette très belle Cléopâtre toute nue. Elle est très très nulle, hein. Il n'y a rien à faire, elle ne peut pas être... C'est ça, mais qui est aussi un des chefs-d'œuvre du musée, puisque elle a la réputation parmi les spécialistes d'être la plus belle Cléopâtre de la fin du XVIe siècle, voilà, qui reste anonyme. Donc ça, c'est sympathique aussi parce que ça laisse beaucoup d'ouverture et beaucoup d'imagination pour trouver son auteur. Moi, je dirais une chose à propos de ce Zurbaran aussi. Quand on connaît la personnalité absolument tourmentée de Girodet, démarré par un personnage aussi tourmenté, on peut le dire, il a une pierre dans la main, c'est ça ? Complètement. Voilà. Il est en train de se macérer dans sa grotte pour gagner le paradis. Voilà. Bon, Saint Jérôme, c'est aussi le premier à écrire la Bible en latin. Donc, c'est ce mélange d'ascétisme, de réflexion, d'épure personnelle pour arriver au meilleur. Alors, on voulait passer cette troisième salle, mais soudain, évidemment, mon œil s'accroche à ce tableau, qui est le tableau donc de, Hieronymus Janssen.
Et Sidonie me dit que c'est juste l'un des chefs-d'œuvre du musée. Alors on est obligé d'en parler un petit peu parce que c'est très intéressant. On parle de l'histoire d'un musée et ce tableau nous parle de l'histoire des musées aussi, d'un musée imaginaire. C'est ça. Alors, c'est deux tableaux qui se font pendant et qui illustrent des collections particulières qui sont vraiment la base de l'idée du musée. C'est rassembler le monde en un espace clos. Et c'est pour donner, en fait, le monde à voir qu'on rassemble dans ces collections princières, cabinets de curiosité, ce qu'on aime du monde à voir, les plus belles richesses. Donc ici, vous avez la vaisselle d'or, les tableaux de fleurs. Et ce qui est amusant, c'est que c'est à la fois un monde concret, on retrouve des tableaux connus dans ces compositions et imaginaires. Il y a des tableaux qui n'existent pas. Donc on est au XVIIe siècle ici. Complètement, fin XVIIe siècle, voilà. Et c'est vraiment tout ce que le XVIIe aime. On peut même analyser ces tableaux en disant que c'est une allégorie des 5 sens, donc c'est très riche de sens et c'est riche à l'œil, c'est très beau. Vous me dites qu'il y a des œuvres ici représentées, c'est vraiment plein de tout petits détails qui sont de vrais tableaux. C'est ça. Par exemple, là-haut, par exemple oui, la scène de chasse et celle-ci aussi. Et puis, si ça se trouve, on n'a peut-être pas assez poussé loin la recherche et tous les tableaux sont connus. Le seul souci, c'est que depuis le XVIIe, on ne peut pas tracer tous les tableaux et certains ne sont pas connus et pourtant existaient. Et encore, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a là une scénographie, une muséographie comme on les concevait à l'époque, c'est-à-dire les tableaux, les uns sur les autres, alors que comme vous pouvez le constater, évidemment, un musée à l'heure actuelle, c'est beaucoup d'espace pour laisser respirer les œuvres, mais j'avoue que personnellement, je suis très attachée à ce type d'accrochage. Je pense qu'on va y retourner. Alors, on l'avait fait, en tout cas, c'est un accrochage qu'on a refait pour le salon de 1819, quand on a fait l'exposition Géricault-Girodet. On s'était amusé à refaire cette exposition. En fait, on est écrasé sous les tableaux tellement il y en a. Et ce qui est en plus amusant, outre l'idée de musée sur ces représentations, c'est les arcs qui font écho aux arcs du musée Girodet. Donc, il y a un vrai dialogue entre les deux. Je pense, Sidonie, que devant ce tableau, il serait temps tout de même que tu nous... Ah, ça y est, on se tutoie. Ah, on est passé du vouvoiement au tutoiement. Il faudrait que tu nous dises qui est Girodet, en fait, parce qu'il y a des bribes de son parcours à travers ce tableau. Dis-nous quelques mots, quand même, de ce type dont on parle depuis tout à l'heure. Alors, Girodet entre dans l'atelier de David en 1784. Il est né à Montargis en 1767, donc il entre assez jeune. Mais il ne rencontre pas tout de suite son maître, qui est parti en Italie, lui, de son côté. Et c'est un autre maître, Nicolas Guy Brenet, qui l'accueille dans l'atelier pour lui apprendre les rudiments de la peinture. Parce qu'en fait, dans les ateliers, on apprenait à faire de la peinture, donc à broyer les couleurs et à peindre sur la toile, tandis qu'à l'académie, on apprenait le dessin et le savoir-faire de dessinateur. Les deux mélangés, ça vous fait un très bel artiste comme Girodet. Ce qui est amusant pour ce tableau, c'est qu'il est arrivé au musée Girodet en disant « Ah ben, on a trouvé ça dans un grenier de Courtenay ». Voilà, c'est les aléas des découvertes patrimoniales. C'est quand même un immense tableau, il fait quand même 2,50 m sur 1,80 m, donc il devait être roulé comme un tapis, quelque chose comme ça. Il réapparaît au musée Girodet et dans les années 80-90, il est attribué justement à Brenet, le premier maître de Girodet. D'accord. Donc il trouve sa place au musée. Et puis voilà que patatras, il y a 6 mois, un jeune chercheur a fait sa thèse sur Nicolas Guy Brenet et me dit « Sidonie, je suis désolée, ce tableau ne fait pas partie de l'œuvre de Brenet. » Donc, nous retrouvons un anonyme, mais magnifique, et on adore ça. Enfin, voilà, on est certes déçus de ne pas avoir de Brenet, mais on adore ça quand même parce qu'on va chercher. On se remet à chercher. C'est beau ça, hein, quand même. Voilà, le souci, c'est qu'on a fait 2 pas depuis tout à l'heure, et puis j'ai fait toc. Et ces colonnes superbes ont également une histoire. Voilà, c'est toute l'histoire en fait qui lie le musée à Montargis, puisque au moment où on commence à construire ce musée dans les années 1850-1860, l'église Sainte-Marie-Madeleine fait l'objet d'une rénovation aussi. On restructure tout l'intérieur de l'église et on refait le chœur qui avait une clôture. Et ces colonnes proviennent de l'église. On s'est dit, on refait, on modernise l'église, mais ces belles colonnes, on va leur trouver une très belle destination. Elles vont aller au musée et orner le grand salon du musée.
Alors, puisqu'on est dans l'architecture de ce lieu magnifique, tac, on passe au plafond. Et au plafond, il y a, on appelle ça comment, ces peintures en noir et blanc qui représentent en fait des œuvres de Girodet, c'est bien ça? C'est des toiles marouflées au plafond. Mais je parle du patron parce que c'est Girodet, le patron. Le patron, c'est Girodet. C'est pour vous montrer que dès la naissance du musée, il est dévoué à Girodet. C'est vraiment le musée de Girodet et ont été reproduites par son élève Dumay en camailleux de brun. Les plus belles œuvres de Girodet, les plus célèbres. Donc Endymion, au-dessus de nous, Hippocrate refusant les présents d'Artaxerxès, Atala au tombeau, le premier grand tableau romantique, et la révolte du Caire qui a inspiré tous les romantiques de la Croix-Jéricho. Donc vous avez un petit peu le sens de l'art de Girodet pour le musée et le 19e. Et donc en dessous sont les dates de création des tableaux, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc on est vraiment dans ce salon, on est mis sous Girodet, sous le patronage de Girodet. Alors du coup, Sidonie, tu m'as dit quelque chose qui m'interpelle, qui a fait ting dans mon oreille. Girodet, c'est un romantique ou Girodet, c'est un pré-romantique? Ah. Alors, ça c'est la grande dispute en histoire de l'art. Mais c'est passionnant parce que de la manière où on prend ces tableaux, il peut être romantique ou il peut être pré-romantique. Alors, mon avis, c'est que Girodet n'est pas un peintre romantique complètement, mais que lui-même est romantique. Oh, c'est beau. Mais alors, donc, un peintre pré-romantique s'intéresse à quel sujet, puisque on a fait le tour comme ça de ses plus grands tableaux. Quels sont les sujets de prédilection d'un peintre pré-romantique et surtout de Girodet? Alors Girodet, c'est complexe parce que Girodet s'intéresse à tous les sujets antiques, comme son maître David, les portraits, qu'il aime beaucoup, le dessin, la bande dessinée, parce que quand même, quelque part, Girodet, c'est presque le concepteur de la bande dessinée. Quand il a illustré Virgile avec 150 planches, il voulait qu'on puisse comprendre la poésie de Virgile avec l'œil, donc avec le dessin, donc le premier rapport texte-image. Il s'intéresse aux couleurs, il s'intéresse à l'horreur, parce qu'il a fait la scène de déluge pour horrifier ses spectateurs. Il s'intéresse, on va dire, à l'androgynie, pour représenter la beauté idéale, donc il s'intéresse à la beauté idéale, et surtout, il voulait tout le temps innover. Il y a une parole de Girodet qui est magnifique, c'est qu'il écrit à un de ses amis, oui, j'arrête pas de chercher des choses, oui, peut-être que je vais me casser la figure comme Icare, parce que je vais chercher trop loin, trop haut, mais quand même, qu'est-ce que c'est beau d'aller chercher haut, même si on tombe. Alors, un portrait, ça serait celui-ci? Oui, bien sûr. Bien sûr. Girodet, Triozon. Alors Girodet Triozon, parce que Girodet perd ses parents très tôt. Il perd son père vers 1785, sa mère en 1787, donc il est orphelin à 20 ans. Mais à 20 ans, on n'est pas majeur et surtout, il n'a pas fini sa formation. C'est le docteur Triozon, qui a un beau domaine à Amilly, qui le prend sous son aile. C'est un ami de la famille depuis longtemps, donc il devient son tuteur et lui permet de terminer sa formation en lui payant... Bon, Girodet avait quand même hérité de ses parents, mais il avait besoin de quelqu'un pour le soutenir. Et le docteur Triozon, de fil en aiguille, devient plus que son tuteur, il devient son père adoptif, puisque Triozon perd aussi lui-même sa famille, sa femme, puis son fils. Donc, ces deux hommes qui se retrouvent, c'est une belle histoire, parce que, en fait, Triozon et Girodet se lient quand Girodet a 7 ans et part à Paris, où Triozon l'accueille, lui fait découvrir le monde, et ils se retrouvent plus tard, en 1809, au moment où le docteur Triozon l'adopte, grâce à Napoléon, qui a promulgué la possibilité d'adoption. Est-ce que c'est ça qu'on voit ici? Alors, on voit le docteur Triozon chez lui, à Amilly, au Bourgoin, avec le fils qu'il perd justement à ce moment-là. Le fils Benoît, Agnès Triozon. Le tableau est peint, ce portrait est peint juste avant la mort de ce jeune homme de 13 ans. Donc c'est poignant, c'est touchant. Et en plus, il représente tout l'art de Girodet. Vous voyez les différentes manières de peindre. La laine avec une touche floconneuse. Le col, une peinture lisse parfaitement, le coloris des joues,
le dessin des cheveux fil à fil presque, l'attitude, le regard très, on va dire, très paternel du docteur Triozon sur son fils. Et puis, plus que ça, ça vous montre tout l'univers de Girodet, puisque quand vous reprenez l'histoire de cette leçon de géographie, n'est-ce pas? Parce que c'est un portrait, mais elle s'appelle aussi la leçon de géographie. C'est le portrait historié, le portrait qui raconte une histoire, comme qui Girodet. Raconte le lien entre ces deux-là, un père apprenant, un père très présent, toutes les valeurs qu'il veut inculquer à son fils. Derrière, la statue, c'est Hippocrate, évidemment, le père de la médecine. Voilà. Donc Hippocrate vous permet de comprendre que c'est un docteur. Mieux que ça, vous avez les 3 livres dont on peut lire le titre sur la tranche, qui faisait vraiment partie de la bibliothèque du docteur Triozon. On les a retrouvés dans l'inventaire. Vous avez la grappe de raisin parce que Girodet allait faire des vendanges au Bourgoin, à Amilly, avec son père adoptif. Pourquoi elle est égrenée? Parce que c'est le symbole malheureusement de la mort du jeune homme. La grappe de raisin à moitié mangée, c'est le temps qui s'arrête. Et puis plus que tout, donc cette leçon de géographie... C'est l'ouverture au monde. C'est l'ouverture au monde, c'est le père des Lumières qui apprend lui-même à son fils sans avoir affaire à un précepteur. Et surtout, ils sont en train de regarder ici la bataille de Thapsus en Tunisie, qui correspond exactement à ce passage aux 2 tiers du livre, là où vous avez le petit signet. La mouche, c'est quoi? Ça m'inquiète. Non, mais ça m'inquiète. Vous me dites que cet enfant est mort. Est-ce que c'est autre chose? Mais ça m'inquiète. Vous avez plein de symboles dans la mouche. En effet, si vous la liez avec le raisin, c'est un symbole de mort, de temps qui passe. Les insectes sont volatiles et en plus la mouche, on sait bien où elle va. Mais c'est aussi le symbole de la dextérité de Girodet, parce que si vous vous approchez, si vous zoomez, cette mouche, elle est vivante. Vous avez son ombre sur le globe, et cela fait référence à un texte antique du plus grand peintre antique Zeuxis, qui peignait si bien des raisins et des fleurs et des fruits sur ses rideaux de théâtre que les mouches venaient voler dessus. Donc en fait, avec cette mouche, Girodet s'inscrit aussi dans la généalogie des plus grands peintres du monde. Bon, alors, même s'il y a le déluge qu'on a vu l'autre jour de l'autre côté, on sort de cette salle parce qu'il y a trop à dire. Bon, alors voilà, nous voici dans une magnifique galerie de portraits, et voilà que notre œil, de toute façon ça tombe bien, je pense qu'on a à peu près les mêmes goûts avec Sidonie, se dirige vers ces tout petits tableaux, mais qui sont tellement féminins, tellement érotiques. Ah, on peut le dire, oui. Hein, c'est ça. Sidonie, raconte-nous, qu'est-ce que c'est que ces toutes petites huiles? Alors, Girodet, c'est un amateur de poésie, de lecture. Il disait qu'il lisait tout ce qui lui passait dans les mains, c'est vrai. Et il adorait ce qu'on appelle la poésie anacréontique, qui est une poésie du bas empire grec, mais en fait une poésie qui est juste celle des délices de la vie. Donc l'homme sensible, sensuel, j'irais dire même, et tout ce qui fait la sensualité, c'est-à-dire le vin, les femmes, le paysage, le bien-être, l'otium, en fait, vraiment tout ce qui fait plaisir dans la vie, tout ce qu'on recherche tous. Et Girodet l'a peint en fait, il a fait des compositions dessinées, et quand les compositions dessinées d'après les poésies lui plaisaient beaucoup, il allait jusqu'à la peinture. Et donc on a 2 exemples au musée Girodet, donc Anacréon, avec cette belle femme qui caresse la barbe d'Anacréon, et puis Europe qui caresse, elle, la tête du dieu qui l'emporte, Jupiter, transformé en taureau blanc. Et ce que je trouve magnifique, c'est Europe, on en est au moment, tous les moments sont importants chez Girodet. Là, on est au moment où Europe reconnaît que le taureau qui l'emporte est un dieu. Et elle s'en remet à lui, elle est complètement séduite. Voilà. Oui, puis il y a un gros serpent quand même sur le côté. C'est vrai. J'ose le dire, c'est la queue du taureau. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait ces dessins d'après les poésies de Virgile, c'est ça? Aussi, oui, complètement. Et Virgile, c'est aussi la poésie de la nature, de l'amour dans la nature, de tout. C'est un peu la base du romantisme, avant le romantisme. Et la vie sentimentale de notre ami Girodet, ça a été quoi? Mouvementée. Une vie mouvementée. Alors malheureusement, on n'a pas de traces, enfin malheureusement ou heureusement. Après, si cet homme voulait garder ses secrets, c'est très bien. Il a fait brûler toute sa correspondance avant sa mort. Il nous en reste des bribes par l'autre côté de la correspondance, celle à qui il écrivait. Je pense qu'il a eu beaucoup de maîtresses. On sait, on a des noms de maîtresses, donc on sait. Il s'est jamais marié. Est-ce que c'est l'artiste qui a voulu se dévouer entièrement à son art? Est-ce que c'était un choix personnel?
On sait qu'il a attrapé la syphilis en Italie, il a dû beaucoup s'amuser quand même. Comme beaucoup, oui. Voilà, et puis de toute façon, c'était un homme sensible et il a écrit un poème d'amour à une de ses élèves. Donc on a quand même des traces écrites assez, tangibles. Il est mort de sa syphilis? Oui, en fin de compte, oui. Ouais. Et il suffit que l'on tourne un petit peu, petite rotation du buste, et nous voilà devant l'un des tableaux qui apparemment conquiert le public du musée Girodet. Alors là, on est en plein orientalisme, donc Girodet dans son école, à peu près. Complètement. Alors Girodet, c'est l'orientaliste des Lumières. C'est-à-dire qu'il ne va pas, comme plus tard, on va dire dans les années 1830-1840, être un orientaliste conquérant d'empire colonial. C'est vraiment l'orientalisme qui est issu de toute cette philosophie qui prône l'égalité des hommes entre eux. Girodet, c'est le peintre de Belley, le député noir de la Convention, et c'est la première fois où on représente un homme dans sa dignité, un homme noir dans sa dignité d'homme et dans ses fonctions. Donc c'est vraiment important. Girodet, il a ce regard ouvert sur l'autre qui le magnifie, quel qu'il soit. Donc forcément, ça rend un peintre orientaliste magnifiquement émouvant. Il a peint cet Indien dont on ne sait rien dans les années 1807. On l'appelle l'Indien, mais en fait, c'est plus probablement un membre de la suite d'Asker Khan, qui était l'ambassadeur de Perse auprès de Napoléon. Ce qui est magnifique ici, c'est qu'il en fait un portrait en pied. Donc, c'est-à-dire c'est un portrait noble, de commande. C'est pas pour s'amuser, c'est que ça a été commandé. Donc, c'est un dignitaire important, mais dont le nom a été perdu. Et c'est tout l'Orient, on va dire, un peu fantasmé de la fin du XVIIIe. Vous voyez cet homme qui apparaît nonchalant, finalement. Il a la main posée sur son sabre, très calme, il pose. Mais si vous regardez son poing... Un petit peu fermé, quand même. Crispé. Ouais. Voilà. Donc c'est la violence et la force de l'Orient contenue dans une apparence calme et tranquille. Oui, et puis il a quand même l'autre main sur son sabre, hein, donc tout va bien, mais... C'est ça. Et alors, outre la pose du personnage, c'est le coloris qui est absolument magnifique. Donc, autrefois, quand on ne connaissait pas bien Girodet, on disait que c'était un peintre du dessin. Moi, je dis que c'est un aussi grand coloriste que Delacroix. Vous avez des nuances rouges, orangées et vertes qui se répondent, des habitudes de couleurs complémentaires qui sont magnifiques. On voudrait être habillé comme ça, Sidonie? Je veux bien. Ouais. Alors moi, ce qui m'amuse aussi, parce que j'ai un œil derrière la tête, c'est quand même votre clin d'œil d'avoir mis ce tableau ici, et juste en face, justement, on a le petit Napoléon qui se trouve grand du coup, parce qu'il est un peu monté en hauteur, mais on a cet homme noir, en fait, et de l'autre côté, on a Napoléon. C'est ça, exactement. Ça, c'est tout l'univers de Girodet. Un univers multiple. Alors, Girodet, la politique, c'est presque l'objet d'une thèse, donc je vous l'épargnerai. Mais le Napoléon, c'est une œuvre d'atelier de Girodet parce qu'il fait le modèle et il charge son atelier de le répliquer pour une commande pour tous les palais de justice de France. Donc, le musée Girodet a la chance d'avoir celui-ci et c'est le dernier portrait officiel de Napoléon. Voilà. Après, c'est la chute de l'Empire. On continue. Voilà, toute petite salle et en même temps une salle clé, encore une fois, qui nous parle vraiment de l'art de Girodet, de sa passion. On le voit peindre ici. Sidonie, raconte. Alors, ici, on est dans le petit cabinet Girodet. C'est l'hommage à Girodet, c'est le sanctuaire, on va dire. Le sanctuaire qui propose de montrer sa palette, ses pinceaux. Il y a des traces de rouge sur la palette, il faut venir les voir. Un petit médaillon en or qui contient ses cheveux. Et puis sa main moulée sur nature en 1816. Cette autre partie du cabinet montre Girodet, homme romantique, génie incompris. Donc, génie incompris, tu dis. Génie incompris, c'est un peu la première figure du génie incompris. Il n'a pas eu que des critiques très positives de son vivant. Il a été plutôt reconnu après sa mort. Il a toujours râlé après son maître que le maître prenait toute la place et que lui, il ne pouvait pas avoir d'honneur. C'est l'outsider, en fait, Girodet? Complètement. C'est l'outsider de l'atelier de David. Un homme original, bizarre, mauvais caractère en plus. Quand il perd, il n'aime pas. Enfin, voilà. Un homme de caractère, on va dire, un homme fort, mais qu'il a payé aussi durant sa carrière. Est-ce qu'il a, comme on dit, tiré le diable par la queue un petit peu, ou est-ce que financièrement il s'en est bien sorti? Non, son inventaire après décès montre qu'il avait plein de dettes, mais en fait c'est aussi une habitude du moment de faire des dettes pour vivre, donc c'est relatif. Après il avait une belle fortune, mais il a toujours tiré le diable par la queue, oui, entre la Révolution qui a un peu altéré ses biens, et puis les commandes qui n'étaient pas payées au bon moment. Voilà, il n'est pas parmi les plus malheureux des artistes, mais quand je vous dis génie incompris, c'est plus la pensée qu'il avait dans la tête et que ses contemporains n'étaient peut-être pas
à même de saisir. Nous, c'est toujours plus facile rétrospectivement. Avec en fait, c'est la luxuriance de sa pensée, quelque part. Exactement. Et le fait qu'il fût un peintre littéraire, est-ce qu'on était littéraire à l'époque comme il l'était? Il est de manière plus exceptionnelle que les Voilà, autres. c'est ça. Il est trop littéraire. David avait l'habitude de dire non mais ne faites pas comme Girodet, de toute façon on n'y comprend rien, faites autre chose. Ah, oui, c'est ça. Voilà. Mais une peinture trop complexe. Très complexe, une peinture très complexe. On n'est pas dans l'impressionnisme où la lumière se donne à nous. Girodet, il faut aimer rentrer dans le tableau. Donc il faut peut-être être un peu contemplatif ou être ouvert ou regarder le petit détail pour comprendre l'autre. Voilà, il a souvent été critiqué parce que c'est un peintre du détail. Si vous prenez son détail, il est magnifique. Et puis après, si vous prenez le tout, il y a trop de détails, vous comprenez plus rien. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais c'est aussi assez magique parce que ça veut dire qu'on n'a jamais fini de le regarder parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on redécouvrira. Alors donc le point final de cette trajectoire, eh bien elle se trouve ici, derrière moi, et c'est Girodet qui dit adieu en fait à son atelier. C'est un tableau tragique parce qu'il s'en va pour se faire opérer de la vessie. Et malheureusement, l'issue est incertaine, et l'issue est tellement incertaine qu'elle est fatale. Exactement. Non, l'issue est fatale. Et alors, ce tableau a été peint en 1826 par Alexandre Mingeot, qui est donc postérieur à la mort de Girodet. Et ce qui se passe, c'est qu'au moment de sa mort, ses élèves vont s'écrire en disant « Oh là là, mais les derniers instants de Girodet m'ont été racontés par le chirurgien qui était là. » Et en fait, avant l'opération, vous savez ce qu'il a fait? Mais il n'est pas allé dire au revoir à ses amis, il est allé dire au revoir à son atelier. Donc en fait, c'est ces tableaux qui étaient ses amis, pour vous montrer un peu, on va dire, la solitude de l'homme de génie qui, de toute façon, est un peu tout seul dans son monde. Et donc, ce tableau représente les adieux de Girodet à son atelier. C'est super triste, en fait, cette histoire. Donc voilà, avec cette dernière salle, on en vient à notre propos initial, vous faire découvrir aussi des lieux. Et puis soudain, on a été happé par le génie de Girodet. Et puis ici, dans cette dernière salle, on est au cœur de la magnificence, un peu très étonnante quand même, du style 1925. Donc on est dans les années folles. Et puis il y a tellement de choses à regarder, Sidonie. C'est ça. Mais cette salle, avant d'être décorée comme ça, était une salle toute simple et toute nue, puisque c'était l'amphithéâtre d'études de l'école d'Urzy, le lycée pratique d'apprentissage du dessin. Donc on est à l'origine dans un amphithéâtre d'apprentissage comme une université d'apprentissage du dessin, qui est devenue salle des mariages quand la mairie est venue occuper les lieux à la fin du 19e siècle. Et ce décor évoque en fait tout l'univers montargois, puisque la cheminée qui est réputée provenir du presbytère porte l'écusson de Montargis, MLF, Montargis-le-Franc. Il y a l'évocation du château un peu partout, puisque vous avez ce plafond à caisson Renaissance qui évoque le grand château de Montargis. Et puis tous les petits décors, si vous avez le temps, vous verrez qu'il y a des petits dragons un peu partout, sur le mobilier, sur les poignées de porte. Et c'est un style unique, c'est le style Montargis. Oui, c'est le style Montargis, tout à fait. Eh bien voilà, j'aimerais terminer évidemment, peut-être qu'on peut terminer justement dans le hall très symboliquement. Tu vas nous raconter quels sont les différents rendez-vous en fait qu'on va avoir. Alors voilà, nous voilà de retour dans l'entrée. C'est par là qu'arrivent les publics, donc c'est le moment de vous parler du programme. Ce programme, c'est avant tout la nuit des musées. Alors oui, on a un programme déjà récurrent d'offres de visite en famille. Surtout, venez tous les premiers dimanches du mois, nous sommes gratuits, ouverts à tous. Le 4 mai prochain, on a un programme de visite en famille, fait exprès pour découvrir Monsieur Girodet en ses murs. Et puis le 14 mai, on vous réserve plein de mystères et plein de jeux et de choses magnifiques au musée Girodet à l'occasion de la nuit des musées. Donc une nuit des musées gratuite où nous aurons le plaisir d'accueillir l'artiste qui a réalisé ce dessin mystère. Et c'est une nuit au cours de laquelle nous vous ouvrirons aussi une nouvelle salle du musée qui était restée sans accrochage depuis la réouverture, qui est la bibliothèque où on abordera le monde de Monsieur Girodet. Eh ben, merci Sidonie, c'était passionnant. Merci, on a été vraiment très privilégiés et on reviendra. Et puis alors là, maintenant, on connaît ça comme notre poche. Mais vous êtes chez vous. Comme tous les gens de l'agglomération montargoise. C'est super, merci beaucoup.